Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau. Donc un podcast coup de cœur et nouveauté pour ce mois-ci. Nous allons vous présenter à la fois des documentaires, des livres, des albums jeunesse, des romans, pour les adultes, pour les enfants, pour les ados, pour tous les publics. Donc on va commencer. Alors d'abord on va parler des animations. Vous aurez pendant le mois de mai deux animations habituelles. Le temps du conte, le samedi 21 mai, sur la route de l'égalité. Ça se passe à 10h et c'est pour les 5 et 10 ans. Et notre story time in English habituel, qui aura lieu le samedi 28 mai, qui sera sur les mamans, ça s'appellera My Mom. Et ça commence à 10h30, c'est pour les 7-11 ans, et ce sont deux animations qui, comme d'habitude, sont gratuites, mais sur inscription. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer ce podcast avec, cette fois-ci, on va démarrer par les aînés, les plus vieux, et on ira vers la jeunesse, tout doucement sur la fin du podcast. Donc, on démarre avec des romans et avec Eve. Alors, je vais vous présenter deux romans aujourd'hui. Le premier s'appelle Landfall de Hélène Urbani et le second, En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, dont vous avez tous dû entendre parler dans les médias parce qu'on en a parlé beaucoup. Une espèce d'ovni littéraire qui a surgi sur la scène littéraire et qui a été écrit par un type qui était totalement inconnu des milieux littéraires. Alors, je commence par le premier, Landfall. Alors, c'est un roman bouleversant sur la quête des origines. Deux magnifiques portraits de femmes au parcours parallèle, l'une est blanche et l'autre noire. En toile de fond, on trouve une critique acerbe des clivages d'une société américaine à deux vitesses, mis en lumière par l'ouragan Katrina. Alors, on est bien en septembre 2005. Rose a 19 ans et sa mère Gertrude. Elles sont inséparables et elles s'apprêtent toutes deux à porter secours aux victimes de l'ouragan, quand elles sont elles-mêmes fauchées lors d'un terrible accident de la route qui va coûter la vie à la mère de Rose. Sous les roues, on trouve une jeune fille fauchée elle aussi, la vingtaine. Elle est noire et sans papier. Et comme une expiation, Rose va tout faire pour retrouver l'identité de la jeune fille, pour, entre guillemets, la rendre à sa mère. D'autant qu'on a retrouvé dans ses poches une page d'annuaire où le nom de famille de Rose a été surligné. D'autres indices lui permettent de brosser un portrait assez ressemblant de la victime. Ces Madeleines de Proust seront l'occasion pour Rose de replonger dans ses propres souvenirs, son lien fusionnel avec sa mère, un père absent, une vie marginale et une maturité hors du commun. Quant au lecteur, alors il va revivre les derniers jours de Rosie, son instinct de survie face à la force tellurique des éléments, son rôle protecteur vis-à-vis d'une mère bipolaire, fragile et irresponsable. Et derrière cette courte vie aux similitudes troublantes, Rose va remonter le fil de sa propre vie. Et au bout de cette quête, elle trouvera peut-être des réponses à toutes les questions qu'elle se pose depuis sa naissance. C'est vraiment un roman à lire absolument et ça a été une belle pépite, une découverte du Café Lecture. Le second sera peut-être moins tragique, mais quand même, il s'appelle En attendant Bojangles. Alors ce roman a reçu le prix du roman des étudiants en France Culture, Télérama, le Grand Prix RTL Lire et le prix France Vision. Alors, c'est le portrait en fait d'un amour fou. Elle n'a pas de nom, elle en a 1000 noms, ceux que son mari lui donne chaque matin pour dépoussiérer le quotidien. Entre eux, c'est l'amour fou, un amour anticonventionnel dont leur fils est le témoin. Ses parents se sont rencontrés et reconnus lors d'un dîner d'affaires très ennuyeux. Alors lui, il est à la tête d'une chaîne de garage et il ressemble à un vrai prince prussien. Elle a une madone brune aux yeux verts sortie de nulle part. Et sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle, où banalité est un mot interdit. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Le quatrième personnage de la famille s'appelle Mademoiselle Superfétatoire. Cette grue cendrée ramenée d'un voyage en Afrique est un animal de compagnie à leur image, complètement louve-dingue. Alors en l'épousant, le père est entré dans le monde étrange et extravagant de sa femme, un monde où la folie, hermétique à la bienséance, détient peut-être la clé du bonheur. Pourtant, lorsqu'elle met le feu à la maison, c'est l'envers du décor qui va ressurgir violemment, et le côté sombre de cette femme qui dévoile sa vraie nature, celui des fous qu'on emmène en hôpital psychiatrique.
J'ai pensé à Zorg et Betty de 37.2 le matin. Alors j'ai pensé à Zorg et Betty de 37.2 le matin. Ou encore à La vie est belle de Bellini. Le meilleur des remèdes à la folie et à l'absurdité du monde reste l'amour fou que des êtres peuvent se porter, et à la magie de l'histoire qu'ils savent réinventer. Alors c'est un roman aussi tragique que lumineux, mais vraiment jamais, jamais triste. Donc une vraie découverte à lire absolument si vous aimez les gens déjantés, si vous voulez un petit peu quitter la morosité ambiante, allez-y, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Je laisse la parole à Emma. Alors, moi je vous invite à une petite escapade patrimoniale avec 3 documentaires sur Lyon. Alors tout d'abord un ouvrage qui nous parle du patrimoine historique et militaire de Lyon et de ses environs, qui s'intitule « Les défenses de Lyon, enceintes et fortifications » de François d'Allemagne, aux éditions lyonnaises d'art et d'histoire. Un documentaire qui recense les vestiges et les édifices bien conservés de l'architecture militaire de Lyon. Ville frontière au carrefour des grandes voies de communication, Lyon devait assurer sa défense. Pour cela, il a fallu construire des enceintes et des ouvrages fortifiés. Certains quartiers de Lyon laissent percevoir le tracé de ces anciennes fortifications. Alors, dans ce livre, vous trouverez une trentaine de forts, qui sont recensés, fort du Buissin, fort de Vancia, le fort de Bron, etc., etc. Donc une belle synthèse qui couvre toute l'histoire de la ville depuis l'ère gallo-romaine jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, il y a de belles photographies aussi prises par Georges Fessy, photographe d'architecture et qui a collaboré notamment avec Dominique Perrault et Jean Nouvel. Un documentaire qui donne envie d'aller visiter tous ces anciens sites pour tous les curieux et les passionnés. Alors laissez-vous tenter par ce patrimoine méconnu. Faisons maintenant un petit saut temporel et abordons le XVIe siècle qui fut le grand siècle de Lyon, avec le guide de Lyon, capitale de l'imprimerie, dans la presqu'île des XVIe et XVIIIe siècles, de Corinne Poirieux et Chéza Moledina, toujours aux éditions lyonnaises d'art et d'histoire. À cette époque, Lyon arbitrait le commerce européen, d'où un foisonnement culturel et économique très important. Les capitaux et le travail abondent. L'imprimerie et la soierie se développent. Ville de transit, Lyon, dite la Mirelingue, qui veut dire mille langues, devient alors une cité particulièrement cosmopolite. Les premiers imprimeurs viendront s'installer à Lyon à partir de 1473. Leur objectif est avant tout de stimuler la demande du livre pour favoriser la transmission des idées et des techniques. Johann Gutenberg a mis au point l'imprimerie typographique. Il fallait à cette époque composer un texte par l'assemblage de caractères métalliques mobiles afin de le reproduire en multiples exemplaires. Donc toute une préhistoire par rapport à l'heure actuelle. Et vous trouverez dans cet ouvrage une mine d'informations sur ce corps de métier, des imprimeurs qui ont fait la renommée de Lyon, tels que Sébastien Griffe, Guillaume Rouillet, Horace Cardon et tant d'autres. Mais aussi le contexte historique avec ses tourments politiques et religieuses. À la fin de l'ouvrage, une petite visite guidée du musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Voilà donc un livre pour tous les amoureux de Lyon et de l'histoire du livre. Encore un petit saut temporel pour finir dans l'ère contemporaine, avec le marché aux puces de Lyon de Jocelyne Vidal. Édition, bien sûr, lyonnaise, édition lyonnaise d'art et d'histoire. Une promenade aux puces, et ce sont des étincelles dans le regard des passants, chineurs et collectionneurs. Ouvert en 1995 avec quelques brocanteurs, le marché aux puces du Canal recense aujourd'hui 400 marchands exposants. Deuxième plus grand marché aux puces de France après celui de Saint-Ouen et qui se décline maintenant sous le label des puces du Grand Lyon. Mode rétro, industriel ou pure déco, vous trouverez là-bas certainement votre bonheur. Donc il y a un secteur marchand qui se porte bien, mais aussi un secteur d'activité qui se veut profondément humain. Un livre qui retrace une histoire de ce marché sur plus de 20 ans, avec de belles photographies à l'appui. Voilà Lyon, ville forteresse qui rayonne de son aura historique, économique et culturelle. Alors n'hésitez pas à découvrir de nombreux ouvrages sur toute la richesse de ce patrimoine dans notre fonds local, à la médiathèque bien sûr de Chaponneau.
maintenant, je passe la parole à Emilien. Alors, je vais parler uniquement de films ce mois-ci. Donc, pas de lecture, pas d'images, ou alors des images animées. En fait, on a reçu la dernière commande de nouveautés, donc je vais pouvoir vous faire une petite liste des nouveautés qui vous attendent, et qui sont déjà même en prêt pour la plupart ce mois-ci. Pour passer assez rapidement sur les choses que vous attendez, et qui, le dernier James Bond par exemple est arrivé, la dernière saison de Under the Dome est là aussi, le Voyage d'Arlo, qui est le dernier Pixar, le dernier film d'animation Pixar en date, est également là. On a la dernière saison également de Doctor Who, que vous empruntez pas mal, et la dernière est saison finale de Downton Abbey, que vous empruntez également beaucoup, et dont on me demande la saison 6 depuis un petit moment, donc ça y est, elle est arrivée, elle est même déjà en circulation. Pour s'attarder un petit peu sur des films peut-être moins attendus, ou en tout cas un peu plus confidentiels, sachez que nous avons donc Fatima, c'est le dernier César, film qui est parti avec le César du meilleur film lors des derniers Césars, un film de Philippe Faucon qui retrace l'histoire vraie d'une mère immigrée élevant ses deux filles. C'est tiré d'un de ses carnets de journal intime en fait. Ça a été la dernière sensation au festival, pas au festival, au dernier César. On aura également 2 documentaires assez intéressants. Enquête de sens, dont on m'a demandé l'achat plusieurs fois. C'est un documentaire de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière. C'est deux jeunes réalisateurs qui sont partis sur les routes de France récolter des idées, des personnages, des façons d'aborder le travail, la vie, la philosophie de manière un peu transversale, et ça donne en fait un film sur comment appréhender la vie d'une manière différente de ce qu'on nous propose. Ça parle à la fois de développement durable, mais aussi de philosophie, de recherche scientifique. C'est donc un document à trouver dans les films documentaires. Nous avons également un documentaire qui s'appelle Chante ton bac d'abord de David André. Alors c'est un documentaire qui est pas tout à fait récent puisqu'il est sorti en salle en 2013, mais dont la thématique est intéressante. On y suit en fait quelques adolescents qui passent leur bac, donc c'est l'année de leur bac. On les suit pendant 1 an. C'est dans un village de Bretagne plutôt déshérités, puisque la plupart sont des enfants d'ouvriers ou de chômeurs, et pendant 1 an ils vont se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire de leur avenir. Ils sont en train de passer leur bac, donc évidemment comment ils appréhendent cette année un peu particulière de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte. Donc il y a un documentaire qui avait également fait sensation au moment de sa sortie, donc on vous le propose maintenant en prêt également dans les films documentaires. Parmi les autres films qui peuvent être attendus, et c'est également un documentaire, c'est le dernier documentaire de Yann Arthus Bertrand, dont vous avez probablement entendu en parler, qui se prénomme Human. On vient de l'avoir ici aussi. Et concernant les films, sachez que nous avons la dernière version du Macbeth de Shakespeare, une version médiévale, donc pas une version, j'allais dire une version réactualisée, mais non, c'est une version qui sort maintenant, mais qui reprend les thématiques médiévales de la pièce de Shakespeare. C'est avec Marion Cotillard et Fassbender, dont j'ai oublié le prénom, mais un acteur que vous avez vu Michael Fassbender, merci, que vous avez vu dans les X-Men et puis dans pas mal de gros films récemment. On a également Made in France. Alors c'est un film un petit peu particulier. Made in France, c'est un film qui narre l'histoire d'un journaliste d'investigation qui va tenter de rentrer dans une cellule terroriste djihadiste. Le film est un peu particulier puisqu'il a été conçu et tourné avant les tueries de Charlie Hebdo. Après Charlie Hebdo, évidemment, dans ce contexte particulier, il a continué son montage pendant toute l'année 2015, et il devait sortir, figurez-vous, 10 jours après les attentats du 13 novembre. Donc c'est un film qui a été caviardé, il n'est pas sorti au cinéma, vu le contexte dans lequel il était prévu au départ. Il a été donc caviardé en DVD et puis en VOD,
en ligne, quoi. Donc on le présente là à la bibliothèque de Chaponneau et c'est sa sortie officielle en réalité, puisqu'il a pas eu le droit à la sortie en salle. C'est un film qui est en fait présenté comme un thriller. Probablement que si ça avait été un documentaire, si ça avait été quelque chose de plus porté sur quelque chose de naturaliste, peut-être aurait-il été moins polémique. En fait, c'est un thriller. On y suit donc comme dans un film d'action, un film de guerre. Voilà, cette page un peu sensible du moment. Donc Made in France, c'est de Nicolas Boukrieff. Et pour terminer sur les séries, on a 2 nouvelles séries à la bibliothèque. Donc Homeland, qui n'est pas tellement une nouveauté, mais dont la 5e saison vient de sortir en DVD. Nous avons d'ores et déjà les 2 premières saisons et on aura les 3 saisons suivantes incessamment sous peu. Et une autre série que peut-être vous attendez puisqu'elle a énormément de succès, c'est Walking Dead, qui est tirée de la bande dessinée du comics américain du même nom, dont on a les 2 premières saisons qui sont pas encore disponibles mais qui seront disponibles incessamment sous peu et dont la 6e saison, si je ne me trompe pas, vient de sortir sur les écrans. Voilà pour les nouveautés. Alors on a plein d'autres nouveautés, j'ai pas fait la revue de tout ce qu'on avait acheté. Vous pourrez voir ça sur le site de la médiathèque. Mais voilà pour ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On passe donc maintenant à la jeunesse. Je laisse la parole à Monique. Alors donc moi dans la tranche d'âge des 8-14 ans, je vous présente aujourd'hui 3 ouvrages, un roman, une BD et un documentaire. Alors on commence par le roman, De cap et de mots. J'ai tout de suite envie de dire que c'est un roman atypique, inventif, qui m'a vraiment fait passer un excellent moment. La tranche d'âge, c'est pour les enfants à partir de 11-12 ans, mais comme tous les bons titres, en fait, c'est très élastique, puisque moi-même, en tant qu'adulte, j'ai pris un plaisir fou. Alors, l'héroïne, c'est une fille de noble désargentée, aînée de 6 frères. Elle porte un nom à rallonge, mais tout le monde l'appelle Serine. Elle a un tempérament vif, volontaire, et elle va décider de rejoindre la cour du roi au décès de son père, pour gagner sa vie. Elle veut s'en sortir, donc elle va essayer d'être demoiselle de compagnie. Alors elle sait très bien que la vie à la cour c'est pas facile, mais je crois que ça va être encore pire que ce qu'elle imaginait, puisqu'elle découvre un univers vraiment impitoyable, de faux semblants, une reine tyrannique qui souffle le chaud et le froid sur son petit monde. Et Serine, elle va s'accrocher, elle va essayer de survivre dans ce monde hostile. Et l'intrigue rebondit, je dirais, de la même façon que l'héroïne qui glisse et saute dans les escaliers du château. Grâce à sa débrouillardise et à son imagination, elle agit en fait à l'instinct, elle invente même des mots, et elle va se retrouver un temps dans la peau d'un bouffon. C'est une sorte de lutin malicieux qui nous entraîne avec elle dans sa folle aventure. J'aurais qu'un mot, savoureux. C'est un livre vraiment savoureux, aussi bien au niveau des personnages, de l'intrigue, des rebondissements, que de la maîtrise de la langue. Cyrine, c'est un personnage attachant, drôle et qu'on adore. La lavandière, le marmiton, eux, ce sont de petits peuples serviables, faibles et forts à la fois. La reine, c'est la parfaite petite peste qu'on attend. Le roi, un souverain naïf rêvé. Le secrétaire, un Rasputin de pacotille, mais bien méchant tout de même. Et puis Léon, je dirais pas, faut laisser quand même un petit peu de surprise aussi. Beaucoup de rebondissements, propres comme au figuré, un rythme virevoltant, ne s'ennuie pas une demi-seconde à la cour, avec Serine en guide et maître. Et on peut parler aussi de la langue française est maniée avec talent, drôlerie, finesse, sans essoufflement, un vrai régal, qui va peut-être pas séduire tous les publics, mais qui est vraiment, qui est un roman qui sort complètement de l'ordinaire. Alors ensuite, on passe à la BD, qui s'appelle Super. Là, donc, les héros sont 3 frères et sœurs, Matt, Lily et Benji, qui viennent d'emménager dans une nouvelle ville. Alors, ils pourraient former une famille tout à fait normale, sauf qu'ils vivent sans parents et qu'ils ont des super pouvoirs. Ils sont tiraillés entre le désir de mener une vie normale parmi les humains, la peur d'être découverts, et puis pour les plus petits, ils ont quand même drôlement envie de découvrir qui ils sont et ce dont ils sont capables. Donc souvent l'aîné doit un peu les freiner parce qu'ils ont envie de tester leur pouvoir. Alors on assiste à leur nouvelle rentrée des classes sur Terre qui s'annonce mouvementée, et on va découvrir leur quotidien au collège.
Alors ça pourrait être une histoire banale, sauf que on est attrapé dès la première séquence, une sorte de prologue dramatique et haletant à souhait, puisqu'on se retrouve au cœur d'un incendie, et que nos héros, les pompiers tardent à arriver, les héros ne savent pas trop s'ils vont pouvoir utiliser leur pouvoir sans se démasquer. Et en fait, après ce prologue, eh bien, on lâche plus la BD pendant une centaine de pages. Et à la fin, on se retrouve donc sur la scène de l'incendie. Alors, j'ai vraiment hâte de lire la suite, surtout que de nombreuses questions restent en suspens. Qu'est-il vraiment arrivé aux parents des 3 enfants? Quelles seront les conséquences de leur coup d'éclat en fin d'album? Mais pour moi, c'est une BD intéressante à plus d'un titre, pas uniquement pour l'histoire, bien sûr, c'est ce que les auteurs ont su en faire. C'est-à-dire qu'ils amènent le lecteur au cœur de la psychologie et des émotions des 3 orphelins. On est complètement dans leur univers et dans leur peau. Et c'est intéressant aussi parce qu'à travers le prisme super-héroïque et puis des dessins faussement innocents, mine de rien, l'album amène des réflexions plus profondes sur la différence, l'intégration. Ça peut être, on a imaginé des étrangers qui voudraient mener une vie normale dans leur pays d'accueil, mais aussi un adolescent qui cherche ses repères dans un nouveau collège. Voilà, donc finalement, Super S, c'est vraiment une très très bonne BD à plus d'un titre. Elle porte un message plus profond qu'il n'y paraît, sans jamais tomber dans le pathos. Vivement le tome 2. Et on terminera par un documentaire qui s'appelle Labyrinthe, un incroyable livre-jeu qui propose 16 labyrinthes qui se déploient sur des doubles pages fourmillant de détails. Alors on suit les chemins proposés avec les doigts et les décors sont vraiment très très variés. Le choix est vaste, le décor animal, végétal, festif, futuriste, abstrait, médiéval, etc. À chaque labyrinthe, le style graphique change, comme le degré de difficulté. Je voulais signaler que le dessinateur est diplômé de l'école des Gobelins à Paris et que ça se sent parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Les énigmes proposées demandent une attention visuelle constante et je me suis laissée complètement prendre au jeu. Donc en résumé, on pourrait dire un album cartonné très conforme à la finition soignée, très créatif, graphisme magnifique, comme quoi on peut avoir entre les mains un livre-jeu et une lecture de grande qualité. Vous le trouverez au pôle Maison et Loisirs, rayon livre-jeu et plus précisément rayon labyrinthe. Voilà, je passe la parole à Dominique. Alors, nous, on va maintenant partir dans le rayon, dans le petit domaine Envie de grandir, avec un premier album coup de cœur qui s'appelle On n'est pas si différent, proposé par la maison d'édition La Ville Brûle, et c'est une maison d'édition qui notamment a une collection qui s'appelle Jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes, qui propose aussi, donc dans cette même collection, On n'est pas des poupées, un premier manifeste féministe, et On n'est pas des super-héros, premier manuel antisexiste. Donc, on va dire un peu dans cette même veine, On n'est pas si différent. Donc, c'est un petit album qui permet de sensibiliser les plus jeunes au handicap, les familiariser avec le handicap. Donc, c'est pas larmoyant, il y a de l'humour. On assiste à la rencontre d'un enfant avec donc d'autres enfants porteurs de handicap, et on voit qu'effectivement, on n'est pas, les enfants ne sont pas si différents que ça. Donc c'est fait avec beaucoup de sensibilité. Une très belle illustration de Claire Contet qui utilise beaucoup de papier découpé. De très jolies teintes aussi, et voilà. Et donc à la fin on a plusieurs portraits donc de gens porteurs de handicap et qui malgré tout ont réussi leur vie. Donc voilà, hein, on peut être handicapé mais c'est pas un drame. Il sera plutôt un album documentaire. Non, parce que c'est une vraie histoire. Voilà, il y a quand même voilà, je le mets quand même en album. En petit album, même si on assiste à plusieurs petites histoires. Voilà. Mais vraiment, vraiment un coup de cœur, et je pense qu'au niveau des enfants, important de partager ce moment avec eux et pour dédramatiser ce handicap qui
effectivement peut parfois faire peur. Un deuxième album, mais complètement différent, qui s'appelle La légende du colibri, un libre CD raconté et chanté par Zaz, donc avec Zaz comme on la connaît, sur fond jazzy, c'est rythmé, mais c'est très très agréable. Hein. Moi j'ai vraiment pris du plaisir à écouter. Et puis donc comme donc La légende du colibri, vous en avez peut-être entendu parler. Hein, quand on parle colibri, on parle aussi Pierre Rabhi. Donc c'est l'histoire qui est tirée de cette légende amérindienne. Un jour dans la grande forêt, un incendie se déclare et les animaux terrifiés assistent impuissants au désastre. Donc tous, sauf le petit colibri, va s'activer et il va chercher de l'eau. Et donc c'est la morale de dire qu'effectivement il ne va pas y arriver tout seul, mais il fait sa part. Donc c'est aussi notre participation à... Voilà, donc un petit album avec des illustrations très colorées et donc en finale un petit message, comment comment ta famille peut faire ta part, peut-être en évitant d'acheter trop de choses, en triant les déchets, en mangeant de la nourriture bio, enfin plein de petits conseils, mais voilà, c'est à conseiller, et ne serait-ce aussi que pour le plaisir d'écouter et voilà, et d'entendre la belle voix de Zaz. Maintenant, donc un petit roman qu'on trouvera dans les romans première lecture. J'ai attrapé la dyslexie. Alors ça, c'est effectivement tout un programme. Mais donc la dyslexie vue avec quand même beaucoup d'humour. On dédramatise cette difficulté de lire et surtout on voit qu'il existe des solutions. Donc c'est une maladie, soit on peut le considérer comme une maladie, mais ce n'est pas une maladie incurable et surtout donc il y a on peut se soigner. Donc l'auteur joue aussi avec les illustrations, donc avec les mots, beaucoup de lettres. Enfin moi je pense que l'enfant va effectivement adorer l'enfant en difficulté de lecture, d'apprentissage, va vraiment adorer ce petit roman, hein, et surtout qui va dédramatiser, donc et qui au final voilà on peut s'en sortir de la dyslexie et tout, voilà un petit roman très positif. Voilà, on l'attrape mais on peut s'en débarrasser. Il y a des solutions. Donc il faut rester optimiste et surtout dédramatiser. Donc un petit roman à conseiller. Et puis donc une petite collection dans l'école des loisirs qui arrive, à la médiathèque, Chien pourri. Donc il y en a déjà 2. Chien pourri à l'école, Chien pourri à la plage. Donc les enfants là aussi vont adorer. L'histoire d'un chien qui sent la sardine couverte puce, avec son fidèle ami Chaplapla. Il y a de la naïveté, mais surtout beaucoup de gentillesse et de la philosophie. Donc un petit roman qui va plaire aussi aux premières, enfin on va dire à partir peut-être du CE1, hein, voilà, du CE1. Et voilà. Donc belle petite collection à découvrir. Chien pourri. Voilà, c'est fini pour moi. Et ben c'est fini aussi pour le podcast de ce mois de mai. On se retrouve donc le mois prochain. Entre-temps, vous retrouverez sur le site de la médiathèque les playlists qu'on publie également chaque mois, ainsi que, et c'est nouveau, une petite vidéo qu'on va publier également chaque mois qui s'appellera Bref Actu. Ce sera 3 minutes sur une petite question d'actualité où on présentera des documentaires sur les questions du moment. Donc retrouvez tout ça sur le site de la médiathèque. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager ces vidéos et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit au mois prochain.